Sommes-nous seuls dans l'univers? Presque tout le monde a réfléchi à cette question, y compris de nombreux scientifiques sérieux. Mais après avoir dépensé des milliards de dollars et consacré des carrières entières à la recherche, les scientifiques refusent d'admettre qu'il n'y a aucune preuve. Le problème n'est pas le manque de données. Nous en sommes inondés. Et le problème n'est pas que nous n'avons pas de bons tests. Plusieurs grands esprits scientifiques ont déjà proposé des moyens solides pour tester l'existence de la vie extraterrestre. Examinons les trois tests les plus célèbres et nous découvrons que quelque chose de plus que des données scientifiques froides et dures les empêche de trouver la réponse logique juste après le générique. L'un des scientifiques les plus célèbres à avoir spéculé sur ce sujet est le physicien Enrico Fermi. Vers 1950, il déjeunait avec deux collègues lorsque le sujet de la vie extraterrestre arriva. À l'époque, la plupart des gens se rendaient compte que notre civilisation serait bientôt suffisamment avancée pour s'aventurer dans l'espace. Mais Fermi a noté que si la vie intelligente était courante dans l'univers, il est peu probable que nous soyons la civilisation la plus avancée. Il pensait que s'il existait des civilisations extraterrestres, nombre d'entre elles auraient déjà conquis l'espace. Si tel était le cas, ces civilisations se seraient éventuellement aventurées à travers l'espace, colonisant au fur et à mesure. Mais aucune de ces civilisations extraterrestres n'est encore apparue sur Terre. Alors, où sont les extraterrestres? Après 70 ans, le paradoxe de Fermi, comme on a fini par appeler cette observation, reste une énigme pour ceux qui croient que la vie est courante dans l'univers. Où sont les signaux radio de SETI? Une décennie après Fermi, l'astronome Frank Drake a adopté une approche différente pour tester si la vie intelligente existe ailleurs dans l'univers. À l'époque de Drake, les humains émettaient des ondes radio depuis plusieurs décennies. De nombreuses ondes radio traversent l'atmosphère terrestre et pénètrent dans l'espace. Il devait donc être possible aux civilisations extraterrestres de les capter et de prendre conscience de notre existence. Drake a inversé ce processus. Il a estimé que si d'autres civilisations pouvaient détecter nos émissions, nous devrions également pouvoir capter les leurs. En 1960, Drake dirigea le projet OSMAR. Il a suivi les signaux radio de deux étoiles proches du Soleil, Tau Ceti et Epsilon Eridani. 150 heures de surveillance sur une période de 4 mois n'ont révélé aucune détection. Dans les années 70, les astronomes Ben Zuckerman et Patrick Palmer ont élargi les travaux de Drake sur OSMAR 2. Sur une période de 4 ans, OSMAR a surveillé par intermittence 670 étoiles proches de type solaire. Encore une fois, aucune détection de signaux radio intelligentes. Dans les années 80, le rythme de SETI, qui veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence, comme on a fini par appeler cette initiative, s'est considérablement accéléré. Les progrès technologiques ont rendu la recherche plus facile et plus efficace. Les financements gouvernementaux et finalement privés ont augmenté. Un programme de longue durée est Serendip, qui veut dire recherche d'émissions radio extraterrestres provenant de populations intelligentes développées à proximité. Étant donné que les grands télescopes de recherche sont coûteux, le Serendip s'appuie sur les programmes de recherche en astronomie existants, passant aux scribes leurs données pour trouver d'éventuels signaux intelligents. Pour réduire leurs coûts, leur projet SETI Home a fait appel à des centaines de milliers de bénévoles qui laissaient leurs ordinateurs de bureau les aider dans le processus de tri. Un autre projet SETI notable est le Allen Telescope Array de l'Observatoire radio de Hat Creek, dans le nord de la Californie, financé par Paul Allen, cofondateur de Microsoft. L'ATA est devenu opérationnel en 2007 et se compose de 42 radiotélescopes de 6,1 mètres. Même s'il a connu quelques problèmes budgétaires, il fonctionne actuellement 12 heures par jour. Ce ne sont là que quelques-unes des initiatives majeures du SETI. Et de nouvelles sont constamment proposées. Au fil des années, les différents programmes SETI ont généré des téraoctets de données sans aucune trace de transmission extraterrestre. Où sont les autres planètes semblables à la Terre?
ou encore les exoplanètes. La fascination pour la possibilité d'une vie ailleurs dans l'univers a alimenté un troisième test. Vraisemblablement, les extraterrestres, s'ils existent, doivent vivre sur des planètes en orbite autour des étoiles. D'après ce que nous avons appris sur les autres planètes en orbite autour du Soleil, il est clair que nous sommes seuls dans notre système solaire. Mais qu'en est-il des planètes en orbite autour d'autres étoiles? Jusqu'à récemment, nous n'avions aucune preuve de la présence de planètes en dehors du système solaire. La plupart des gens pensaient que les planètes devaient être communes, mais nous ne pouvions tout simplement pas les détecter. Cela a changé il y a 25 ans. Depuis, le nombre d'exoplanètes connues est passé à près de 4000. Le moteur de la recherche exoplanète a été de montrer que les systèmes planétaires sont connus et n'importe quel type de planète ne fera pas l'affaire. Elles doivent probablement être semblables à la Terre pour habiter la vie. Qu'est-ce que ce trésor d'exoplanètes a révélé? Les données ont montré que les planètes en orbite autour d'autres étoiles et même les systèmes planétaires sont effectivement courants. De plus, les rapports affirment que certaines de ces exoplanètes, mais peu nombreuses, ressemblent à la Terre. Pourtant, quand on y regarde de plus près, chacun pose des problèmes. Que doit être vrai pour qu'une planète ressemble vraiment à la Terre? Premièrement, sa taille doit être similaire. Si une planète est trop grande, sa forte gravité est susceptible de retenir les mauvais types de gaz nécessaires à la vie. Mais si une planète est trop petite, il est peu probable que sa faible gravité retienne une atmosphère appréciable. Par conséquent, seule une très petite gamme de masse peut revendiquer le titre de terrestre. Deuxièmement, une planète semblable à la Terre doit avoir une composition similaire. La Terre contient beaucoup de fer et de nickel, dont une grande partie se trouve dans son noyau. Cela produit un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des particules mortelles émises par les étoiles sur lesquelles elles gravitent et par d'autres sources dans l'espace. Mais d'autres éléments sont également nécessaires, comme le silicium. Sans silicium, n'importe quelle planète serait probablement une géante gazeuse comme Jupiter ou un monde aquatique sans terre propice à la vie. Troisièmement, une planète semblable à la Terre doit orbiter dans une zone étroite appelée zone habitable. Si une exoplanète orbite trop près de son étoile, la chaleur fera bouillir toute l'eau liquide nécessaire à la vie. Mais si une exoplanète est trop éloignée, toute son eau gèlera, ce qui rendra difficile la survie de la vie. Mais cela soulève un quatrième problème. Orbiter autour du bon type d'étoile. Même si une planète orbite dans la zone habitable de son étoile respective, à quoi bon si l'étoile instable émet un rayonnement mortel? La plupart des planètes semblables à la Terre qui apparaissent dans l'actualité sont en orbite autour d'étoiles naines, rouges, très sombres. Ces étoiles sont connues pour leur orage magnétique qui libère d'énormes quantités de particules chargées. Toute exoplanète en orbite trop près sera baignée d'un rayonnement de centaines, voire de milliers de fois supérieur à celui de la Terre. Parce que les étoiles naines rouges sont si petites, la zone habitable est très proche de l'étoile. Cela crée un autre problème. Cela élimine probablement la possibilité d'un champ magnétique protecteur. Comment? Étant donné que ces planètes tournent très près de leur étoile mère, les forces de marée ralentissent probablement la rotation de ces planètes, ce qui empêcherait tout champ magnétique appréciable provenant d'un noyau fluide. Sans champ magnétique, les particules chargées élèveront probablement toute atmosphère à l'exoplanète. Cinquièmement, une force de marée aussi forte verrait probablement ces exoplanètes dans une rotation synchrone, avec un côté des planètes perpétuellement face à l'étoile et l'autre côté perpétuellement tourné vers l'extérieur. La moitié de la planète serait trop chaude pour la vie, tandis que l'autre moitié serait perpétuellement recouverte de glace. Seule une zone étroite, le long de la frontière, pourrait accueillir la vie, en supposant que les autres problèmes ne posaient pas de problème. Quoi qu'il en soit, aucune des planètes supposées être semblables à la Terre ne ressemble du tout à la Terre. Si vous avez demandé il y a 30 ans à la plupart des scientifiques combien de planètes semblables à la Terre, ils s'attendraient à trouver parmi 4000 exoplanètes. Rares sont ceux qui auraient répondu qu'il n'y en aurait aucune. Au lieu de cela, la plupart auraient pensé que nous trouverions de nombreuses planètes semblables à la Terre. En conclusion, les trois éléments de preuve sont convaincants.
Tous trois indiquent que nous sommes seuls dans l'univers. Alors pourquoi n'avez-vous entendu aucun scientifique dire cela? Les données ne soutiennent pas la vision évolutionniste du monde. De nombreux scientifiques se plaindraient du fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. Mais quand est-ce que toutes les données sont disponibles? Nous pouvons toujours collecter plus de données. De plus, les scientifiques tirent souvent des conclusions fondées sur beaucoup moins de données. Alors, pourquoi cette hésitation à parvenir à une conclusion dans cette affaire? La conclusion justifiée par les données ne soutient pas la vision évolutionniste du monde de la plupart des scientifiques. Il y a un terme pour cela: biais, et un parti pris extrêmement en plus. Ce n'est pas une question de preuve ou de science. Si vous croyez en l'évolution, alors l'évolution doit être courante dans l'univers. Point. Et cette réponse négative est hors de question, non pas à cause de ce que découvrent les scientifiques, mais à cause de leur attachement inébranlable à cette croyance. Cependant, si vous croyez au créateur de la Bible, vous n'avez aucun scrupule à suivre les données jusqu'à leur conclusion logique. Les créationnistes bibliques comprennent que la vie n'arrive pas par hasard et la bonne science est d'accord avec cette conclusion. Les trois éléments de preuve présentés dans cette vidéo, le paradoxe de Fermi, les résultats nuls du SETI et l'absence de planètes semblables à la Terre constituent des données scientifiques. Et tous trois sont d'accord avec la prédiction de la création biblique. Nous sommes seuls dans l'univers. Pour parvenir à la bonne conclusion, les scientifiques évolutionnistes n'ont pas besoin de plus de données sur la vie ailleurs dans l'univers, mais d'une bonne croyance de départ sur la vie ici sur Terre. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir amené quelques éléments de compréhension sur les extraterrestres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez-moi un pouce levé. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.